On vous souhaite la bienvenue à ériclateau.com. Dans quelques instants, on reçoit la députée d'Iberville à l'Assemblée nationale, Claire Sanson. Mais d'abord, parlons du secteur Île-Sainte-Thérèse, 80 Colibri. Parlons de politique municipale avec la conseillère du secteur, Marilyn Charbonneau. Politique municipale, il y a des enjeux. Il y a des enjeux dans différents quartiers. C'est le cas du district numéro 12, qu'on appelle le Colibri, 80, Île-Sainte-Thérèse, avec la conseillère Marilyn Charbonneau. Bienvenue, bonjour. Bien, bonjour. Bon, on entame un peu comme la dernière année du présent mandat. Qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qui reste à faire? Bref, c'est quoi le bilan que vous tracez de ce premier mandat pour vous en politique municipale? En fait, dans ce premier mandat-là, il y a eu beaucoup d'enjeux, il y a eu beaucoup de réalisations quand même. Là. Quand on regarde l'île Sainte-Thérèse, il y a toute la rue Baillargeon qui a été refait avec un nouvel aménagement. Enfin, les gens peuvent circuler sécuritairement sur Baillargeon. C'était quand même un gros enjeu depuis des années. Il y a eu l'école aux quatre vents, tout ce qui est corridor scolaire, aménagement des trottoirs. On a travaillé vraiment de concert avec la commission scolaire, fait que ça a donné des super beaux résultats. Il y a le père, entre autres, là, qui était un gros enjeu dans mon district, qui, le ministre de l'Agriculture, a confirmé à l'Assemblée nationale que ça resterait en terre agricole. Il y a beaucoup d'enjeux qui restent, il en reste quelques-uns. Là. Il y a la PINED, entre autres, là, qui reste à régler comme gros enjeux dans le district. Je te dirais que, sinon, mais on a eu quand même quelques réalisations un peu partout, là, que ce soit de la reconstruction de routes, etc. Là. Bon, parlons justement de la Pinette, parce que pour les plus vieux, l'espace qui était réservé autrefois au terrain de camping, qui est grosso modo au milieu de l'île, Oui. si on veut. Évidemment, c'est un secteur que je pense que les gens aiment bien. Il y a aussi, de ce que j'ai vu, une mobilisation citoyenne. Il y a comme des gens qui se sont un peu comme regroupés, qui ont passé un peu des tracts. On en est où là-dedans dans la mobilisation citoyenne des gens qui veulent préserver la Pinède à l'île? Bien, en fait, là, il y a SOS la Pinède qui s'est concerté, qui ont fait une campagne de socio-financement, si on veut, qui a quand même récolté assez d'argent. Là, ils sont en train de faire la promotion. Il y a des pancartes devant les citoyens pour conserver la Pinède. Eux, ils ont approché Nature Action Québec, Équiterre, etc., une panoplie d'organismes pour voir s'il y avait du financement. Il y a beaucoup d'organismes qui sont prêts à travailler avec la Ville pour voir comment on peut justement financer la Pinède, parce que c'est toujours l'enjeu, hein, c'est le financement des espaces verts. Puis la Ville, de son côté, il y a un troisième plan de conservation qui devrait être déposé prochainement. Puis, on pourra aborder de fond là, ce sujet-là qui est la conservation à perpétuité là, pour toujours de la Pinède. Ça veut dire le camping, mais aussi les 4 lots qui sont sur le bord de la piste cyclable. Sentez-vous qu'il y a une volonté de la part du présent conseil municipal, de vos collègues, de préserver cette zone-là de la Pinède? Bien, ce que je peux dire, c'est que le maire... du moins, lui, il y a une grande volonté de conserver la Pinède. Je sens que le conseil en tant que tel n'est pas fermé, mais veut voir finalement l'ensemble du plan de conservation puis voir pour le financement. Mais c'est une priorité, clairement. Là. Même si ça coûte des sous, les bénéfices sont beaucoup plus grands que ce que ça va coûter à court terme. Là. Bon, parce qu'en même temps, cette zone-là appartient à un privé. Oui, c'est un propriétaire privé en ce moment. Et le zonage, en ce moment, lui permettrait ou non de développer? Bien, ce que je comprends en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de lotissement sur une partie du terrain, ce qu'on appelle le camping. Là. Ça veut dire qu'à court terme, là, sans modification réglementaire, il ne peut pas avoir de projet qui se réalise. La Pinède, on le sait, là, c'était déjà loti, puis on a mis un avis de réserve dessus qu'on peut renouveler à chaque 2 ans, 2 fois. Alors là, l'avis de réserve, en ce moment, va se terminer au cours de l'année prochaine. Là. Bon. Et parlons du PER, donc ce parc d'affaires et d'innovation qu'on veut développer le long de l'autoroute 35 à côté de l'usine d'épuration des eaux. Ça fait évidemment l'objet de plusieurs manchettes dans les médias dans les dernières semaines. Encore là, parlez-nous un peu pour que les gens comprennent un peu, c'est
c'est quoi l'enjeu réel? Parce qu'on parle d'une terre agricole que certains voudraient voir dézonée pour installer le père en question. Évidemment, vous n'êtes pas de cet avis-là. Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'enjeu qu'on a par rapport à cette zone en ce moment? Bien, en fait, c'est que c'est une zone qui est présentement agricole. C'est une terre qui est de bonne qualité. C'est une terre qui peut facilement être exploitable. On le sait avec la COVID, hein, les enjeux alimentaires, la souveraineté alimentaire, ça a été... je pense que c'est un des enjeux numéro 1 et urgent là, à traiter au Québec et partout dans le monde. Alors, moi, j'étais contre, et aussi d'autres personnes, le développement de cette terre-là pour qu'on puisse la garder agricole. Il y a aussi le fait que c'est à côté d'un quartier résidentiel, un pôle récréo-sportif, éducatif. On pense que c'est pas nécessairement le bon endroit pour développer ce genre d'infrastructure-là. Puis dans la ville, il y a suffisamment de place à plusieurs endroits pour justement aménager des industries, du commerce, etc. Est-ce que ça implique que des fois, il faudrait qu'on fasse la requalification de certains terrains, qu'on puisse optimiser notre parc industriel qui existe en ce moment? Bien, certainement, sauf que c'est des investissements qu'on devra faire de toute façon avec un nouveau terrain toujours plus loin, mais qu'on pourrait à la place utiliser maintenant, puis être novateur. Puis je pense que c'est la voie que les municipalités ou que notre municipalité doit choisir. Vous êtes satisfait de la position du gouvernement là-dessus? Oui, absolument. Puis je pense qu'ils ont été cohérents eux-mêmes. Ils veulent mettre de l'avant la souveraineté alimentaire. Ils veulent laisser plus de place, faciliter l'agriculture de proximité. Je pense que c'était le choix à faire. Là. Bon. Restons un peu dans le même secteur, avec le fameux projet d'une passerelle. Je ne sais pas si un jour on va avoir une passerelle qui va collecter un peu qui va brancher les deux secteurs Saint-Luc, là, le vôtre et le secteur du Vieux-Saint-Luc. Est-ce que c'est encore dans les cartons? Bien, c'est encore dans les cartons dans le sens que c'est dans le PTI, mais je trouve qu'on tarde à faire les plans puis à déposer. On le sait, là, probablement qu'il va y avoir de l'argent qui va être injecté. On le sait que les gouvernements veulent redémarrer tous ces projets-là d'infrastructure pour dynamiser l'économie. J'espère juste qu'on est prêt. Ça fait plusieurs fois que je le mentionne, qu'on en parle. Puis c'est toujours dans les cartons, puis je pense que c'est nécessaire. Bon. Il y a un des enjeux dont on a parlé peut-être plus au début du mandat, puis je voudrais savoir un peu où on en est aujourd'hui. C'est celui du transport scolaire, parce qu'évidemment, plusieurs enfants qui habitent l'île Sainte-Thérèse ou le secteur, évidemment, fréquentent des écoles ici dans le Vieux-Saint-Jean, ce qui amène parfois des trucs un peu compliqués pour des parents qui doivent venir porter ou chercher les enfants, puis avec le service de garde et tout ça. Vous aviez fait quand même certaines pressions là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une solution? Est-ce qu'on n'en entend plus parler? Est-ce que les parents sont satisfaits de ce qu'on a comme circuit en ce moment? Non, bien, je pense pas que les parents pourront un jour être satisfaits d'envoyer leur enfant au bout de la ville, là. Ce que j'ai compris en discutant avec la commission scolaire, là, c'est que présentement, il va y avoir quand même des discussions à venir là, pour revoir les bassins. Puis le cas de l'île Sainte-Thérèse, puis c'est Sainte-Thérèse, Jean Talon, oui, là, tout ça va être analysé en profondeur pour justement corriger à quelque part quelque chose qui est incohérent depuis plusieurs années. Là. Mais en ce moment, donc, les parents sont toujours dans l'obligation d'aller porter et rechercher les enfants de l'île Sainte-Thérèse jusqu'au centre-ville et vice-versa. Oui, parce que la solution du deuxième transport, finalement, ça s'est avéré plus compliqué, moins efficace. Là. Puis, surtout là, avec la COVID, c'est impensable d'utiliser le pavillon Gérard-Morin ou une autre installation de la ville. Là. Fait qu'on n'a pas trop le choix. Il reste un an au présent mandat. Est-ce qu'il y a des choses particulières au-delà du dossier de la Pinède, là, qui est un enjeu? Le dossier du père, bon, ben, le gouvernement a pris position là-dessus. Mais au-delà de ces enjeux-là, quels sont les trucs particuliers que vous désirez voir se réaliser ou avancer dans la prochaine année? Bien, il y a un gros projet qu'on travaille présentement là, avec le service de l'urbanisme et de l'environnement, qui est une stratégie de développement durable qui va impliquer l'ensemble des divisions de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, où est-ce qu'on va repenser la façon justement de développer notre ville ou les différentes actions qu'on fait, toujours avec le filtre du développement durable. Éco-responsabilité, que ce soit le pavage d'une rue, que ce soit le choix d'un quartier, l'aménagement d'un quartier. Fait que ça va être vraiment une grosse démarche mobilisatrice qui va se faire au cours des prochains mois. Il va y avoir une consultation publique à cet effet-là. Il y a toujours le plan de conservation, le troisième plan de conservation qui est assez important. Puis, spécifiquement dans mon district, là, il y a toute l'intersection du chemin de la Grande Ligne, Jean Talon et le pont numéro 9.
L'hiver arrive, puis on le sait, c'est problématique. Il y a des accidents à l'année, mais particulièrement l'hiver. On a envoyé une résolution au ministère du Transport du Québec pour qu'il puisse agir rapidement. Pour la première fois, on a reçu une réponse comme quoi qu'il allait regarder puis qu'il analysait ça peut-être d'une façon plus favorable. Alors, on attend des réponses puis on espère vraiment que tout cet axe-là va être réaménagé. D'ailleurs, M. Lemieux était très au courant de ce dossier-là puis s'en occupait aussi de son côté. Bon. Parce qu'en ce moment, c'est comme un clignotant jaune qui est là à l'intersection. Oui. Moi, je ne passe pas là très, très souvent, mais de ce que je comprends, il y a des périodes de la journée où c'est un peu problématique. Il y a beaucoup de circulation. Bien, il y a beaucoup de circulation, puis c'est la vision aussi. Souvent, il faut que tu t'avances pour voir s'il y a un auto qui s'en vient, ou tu t'engages, puis là, finalement, tu vois un auto, puis des fois, il est juste trop tard. Alors là, il y a un accident. Puis le chemin de la grande ligne, c'est que c'est très étroit. Le chemin, il y a beaucoup de trous à l'intérieur là, du chemin. Puis il y a des bourrasques de vent l'hiver. Fait que ce que ça fait, c'est que souvent, les gens, ils sont déviés dans le fossé où il y a de la glace, puis il n'y a pas de lumière le soir. Fait que là, ça crée des accidents. Là. Fait que c'est vraiment très, très, très dangereux. Bon. En terminant, dans votre district, est-ce qu'il y a encore place à du développement domiciliaire? Est-ce qu'il y a encore des terrains disponibles? Les infrastructures sont au rendez-vous? Est-ce que c'est encore un enjeu, ça, dans le développement? Bien, je dirais qu'on en a de moins en moins, là, surtout sur l'île Sainte-Thérèse, Saint-Luc, la partie plus Jean-Talon, il reste certains terrains, mais l'enjeu dans le district, c'est où est-ce que tu vas porter les gens à l'école? On revient au problème scolaire. C'est ça, si tu es pour ajouter des gens, mais pas leur donner de service, puis leur compliquer la vie, est-ce que c'est le moment de les développer? Moi, je pose une question ouverte en sens, est-ce qu'on peut justement prioriser des secteurs ou est-ce qu'il y a des services puis que les écoles sont à proximité? Mais ultimement, c'est quoi? Ça va prendre une nouvelle école ou un agrandissement de l'École des Quatre-Vents? Bien, je pense que l'agrandissement de l'École des Quatre-Vents, ça pourrait être une avenue, mais je pense que le bassin est tellement grand que la meilleure solution serait probablement une nouvelle école. Là. Une nouvelle école, tout simplement. Ouais, ce qui ne se fera pas demain matin non plus. Là. Ce qui n'est pas clair, non. On voit. On a très peu de contrôle là-dessus. Là. On aimerait ça, mais on n'a pas de signe non plus que ça se fera demain. Là. Marie-Hélène Charbonneau, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit la députée d'Iberville à l'Assemblée nationale, Claire Sanson. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, nous sommes de retour. Enfin, Alex. Oui, monsieur. Et pour la première de Sport Express? Marc Rémillard pour jaser des Huskies et Joël Perrault, on parle du Midget 3. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Parlons maintenant avec la députée d'Iberville à l'Assemblée nationale, Claire Sanson, qui est avec nous en chair et en os en studio. Et en cheveux. Et en cheveux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, ça a repoussé? Ben, pas toutes, là, mais ben là, la coupe fait en sorte qu'on le voit pas trop, là. Mais là, j'ai tatané, là, et je n'allais pas passer une autre saison avec le bonnet. Alors, j'ai dit, on coupe. Bon, puisqu'on parle de ça, allons-y tout d'abord avec votre bilan de santé. Comment ça va? Ça va bien. Tout est encore sous contrôle. L'hypophyse, j'ai des suivis réguliers au CHUM, mais ça va bien. Alors, moi, je m'enligne pour... comme quoi, c'est derrière moi. Bon, vous portez quand même encore aujourd'hui un pansement? Oui, j'ai un pansement parce que j'ai des antibiotiques en compresse que je dois appliquer sur la plaie pour être sûr que ça ne se réinfecte pas, là. Mais c'est moins pire que le bonnet, admettons que... OK. Mais en même temps, cet épisode de santé là, que vous avez eu, ça remonte à quoi? 1 an, 1 an et demi? On fait plus que ça, ça fait 3 ans. 3 ans déjà? Ça fait 3 ans. OK, mais on s'en va vers le mieux. Moi, je pense que c'est correct, là. Bon, et dites-moi,
autre sous-question, avec le contexte de la COVID, de par votre état de santé, êtes-vous quelqu'un plus à risque ou moins à risque ou pas vraiment? Absolument pas. Et même que je faisais une blague l'autre jour avec mes collègues à l'Assemblée nationale. J'écoutais l'autre jour une émission à Fox News où un médecin disait que les gens qui avaient eu la tuberculose étaient probablement immunisés, ce qui est mon cas. Fait que j'ai décidé de le croire, lui. On ne croit pas tous les scientifiques, mais lui, ça faisait mon affaire, j'ai acheté ça. Comment va le travail de député en ces temps de pandémie? Parce que, bon, on a eu un confinement commencé au printemps, Oui. ensuite un déconfinement, et même pour vous, les membres de l'Assemblée nationale, bon, bien, on siège, mais pas avec le même nombre habituel Non, de c'est ça, députés là, on en est en nombre chambre. réduit, là, mais nous autres, moi, le bureau de comté, il a fonctionné tout le long. On a 24/7. Même que le soir, puis les week-ends, on faisait les renvois d'appels sur nos cellulaires. Donc, nous autres, on a roulé parce que, d'abord, le télétravail, quand on répond au téléphone aux citoyens qui ont des questions, là, ça se fait pas tellement de la maison à 3 personnes. Et il y avait beaucoup de questions, donc il fallait prendre le temps de répondre aux questions des citoyens. On a eu beaucoup de demandes, certaines plus loufoques que d'autres, là, mais règle générale, là, c'est des bonnes questions. Les questions et les demandes que vous aviez, disons, du mois de mars à aujourd'hui, là, majoritairement, ça ressemblait à quoi? Les questions portaient sur quoi? Au début, c'était « je veux aller voir ma mère ou ma grand-mère ou ma tante ou mon mari, puis ils ne me laissent pas rentrer ». Il y a eu beaucoup de ça à gérer, là. Et donc, il fallait parfois appeler les institutions, parfois le M3S et tout ça. Donc, au début, ça a été beaucoup ça, naturellement. Aussi les snowbirds qui revenaient puis qui n'avaient pas de place pour s'installer ou qui ne pouvaient même pas revenir avec leur véhicule récréatif. Donc, on a eu quelques cas comme ça, là, fait qu'on s'est mis ces campings et sur les hôtels et tout ça. Ça, c'était ça, là, beaucoup au début. Là, on est dans les écoles. Aujourd'hui, je vous dis pas, les garderies, là, c'est l'enfer, là. Mais après ça a été les écoles, les enfants qui ont des besoins particuliers, les gens qui se sentaient un peu délaissés. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup de téléphones. Bon. Et votre propre présence à Québec a ressemblé à quoi dans les derniers mois? Est-ce que vous êtes allé... Moi, je parlais de l'été. Ben, l'été, l'Assemblée ne siège pas, mais ça a fini assez tôt quand même. Ouais. Et puis, je suis retourné juste la semaine dernière. Bon. Et votre présence maintenant à Québec, ça va être quoi? Là, on y va tous les jours. Ah oui? D'abord, parce qu'on a des commissions parlementaires. Les commissions parlementaires sont reprises. Alors moi, cette semaine, là, j'ai 2 soirs d'audition en commission parlementaire. Mais c'est sûr qu'ils nous ont partagé ça. Là. Les ministres sont là à la période des questions, puis les députés ordinaires sont là l'après-midi pour les affaires du jour, les votes et ces choses-là. Donc, on est partagé parce qu'on est juste à 1/3 à peu près par groupe parlementaire dans le Salon Bleu à cause de la distanciation. Donc, vous êtes un peu, comme on dit, stand-by dans votre bureau, c'est ça? On est bouche-trou, oui. Moi, j'appelle ça un bouche-trou. Non, mais c'est ça, dans le Ou fond. une plante verte. Ouais. Ouais, vous êtes dans votre bureau, vous attendez, quand votre présence est requise, selon le nombre déterminé. Mais ils nous donnent des ça. horaires à l'avance quand même. Là. On sait que, exemple, moi, je suis de garde demain soir jusqu'à 9h30. Et puis, j'ai mes commissions parlementaires cette semaine. Donc, ça dépend des semaines. Bon. Au travers de ça, évidemment, la vie continue. Alors, je comprends que la toile de fond, ça reste quand même la COVID, là, parce que ça va être comme ça pour un bon bout de temps. Mais les affaires courantes, ils sont là quand même. Quels sont les enjeux particuliers que vous avez actuellement dans le comté d'Iberville? Bien là, on attend avec beaucoup d'impatience les décisions du ministère de l'Éducation pour les infrastructures sportives. On a beaucoup d'attentes de ce côté-là. Naturellement, là, il y a de l'argent, mais il y a beaucoup de demandes. Les plus petites demandes ont déjà été acceptées. Là, c'est les plus gros projets qui vont sortir. Alors, on a beaucoup d'attentes. On attend de voir ça. Il y a tous les dossiers de l'eau et des égouts et des services à Saint-Georges-de-Clarenceville. Il reste encore des choses à faire là-dessus. La 35, là, ça va faire les pelletés de terre. Là. Maintenant, les pépines vont arriver. Là. Ça va commencer, là? Oui, ça va commencer. Là. Oui, ça devrait commencer. Non, on exécute, on procède. Là. Non, on procède, là. Oui, on procède. Alors, c'est ça. Mais sinon, c'est beaucoup COVID, là. Bon, vous avez fait
parle tantôt des infrastructures sportives. Qu'en est-il de cet enjeu qu'on avait à Saint-Césaire d'un aréna? On l'attend toujours. Ça va être dans les grosses décisions qui vont sortir. Bon, est-ce que ça, c'était dans le projet de loi 61 qui a avorté? Non. Pas nécessairement. Non. OK. C'est à part. C'est à part. C'est dans les budgets réguliers du ministère de l'Éducation, géré par Isabelle Charret. Non, le PL 61, c'était les infrastructures transport. OK, ça touchait pas Saint-Césaire. Puis les écoles. Il y avait c'est quelques ça. écoles, puis des maisons, des résidences pour aînés, là. Mais avez-vous bon espoir qu'on puisse obtenir les subventions requises pour Saint-Césaire? Je l'espère. Moi, depuis que j'ai été élu, il y a 6 ans qu'on en entend parler. Et Saint-Césaire, c'est un beau projet parce qu'ils sont vraiment pris en main. Oui. C'est bien un bel ficelé. exemple de communauté qui se prend. Ah, c'est formidable. Donc, je l'espère. Je l'espère aussi pour les terrains à Iberville, là, les terrains de balle-molle, de baseball et tout ça, là. Mais on en avait beaucoup. Bon, vous avez fait part tantôt de parler d'infrastructures sanitaires d'égouts du côté de Clarenceville, mais Ouais. on sait que ici, évidemment, un peu plus près de nous, dans le secteur Iberville-Saint-Athanas-Nord, là, qui est le district de M. Gendron, que vous connaissez bien, qui est le conseiller municipal. Oui. Le long du C'est chemin mon des conseiller Patriotes, municipal. c'est votre conseiller en plus, vous habitez ce secteur-là. Le long du chemin des Patriotes, Oui. ça reste toujours un enjeu entier. Est-ce qu'il y a des demandes formelles? Est-ce qu'un jour, les citoyens peuvent penser qu'on aura des infrastructures? Moi, je l'espère bien. Ça relève de la ville. Là, on est dans le terrain municipal. Là. On est au municipal dans ce dossier-là. Et c'est que il y a des gens qui en veulent, il y a des gens qui en veulent pas. Et puis, il y a des gens qui veulent pas payer. Il y en a qui sont prêts à payer un peu. Là, c'est entre les mains de la ville de Saint-Jean, là. Mais sauf qu'une fois que la ville aura clarifié de son côté, Oui. il y a eu une ouverture de votre côté pour... Il y a certainement des programmes qui pourraient supporter la ville, bien qu'ils peuvent utiliser la remise sur la taxe de l'essence là, pour faire ce genre de travaux-là. Mais là, il faut qu'il y ait une volonté municipale de le faire parce que ça n'a pas de bon sens là, que les gens aient pas... Il manque d'eau ou l'eau n'est pas de bonne qualité, puis on est quand même en 2020, là. On est rendu là. On est même en retard un peu, là. Bon. Êtes-vous satisfaite du nouveau pont, là, qui est... Bon, il y a encore des petits travaux, là, mais... Ah oui. Bon, moi, moi, dans la vraie vie, là, un pont, c'est un pont, là. Mais je trouve qu'il est bien correct, là, puis ça va bien. Donc, là. il n'y a pas eu d'insatisfaction sur le pont-levis ou la durée et tout ça, là? Ça va de ce côté-là? Bien, il y a eu des petits problèmes techniques, mécaniques, à un moment donné, qui ont l'air d'être réglés, là. Mais... Parce que là, il n'y a plus rien qui se fait, là. Il n'y a pas de travail, là. Bon. Mais ça a l'air à bien aller. Et dites-moi, évidemment, c'est un peu plus large, parce que, mais comme ça touche la MRC du Richelieu, je vous en parle quand même. Vous savez, évidemment, le fameux projet du PER, le Parc d'affaires et d'innovation régionale, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui, techniquement, est prévu sur le territoire du comté de Saint-Jean, c'est vrai. Mais en même temps, il y a eu quand même des demandes du préfet de la MRC à cet égard. Mais votre gouvernement s'est positionné là-dessus. Est-ce que vous êtes vous-même satisfaite de la position de votre gouvernement sur le fait qu'on doit protéger ces terres agricoles? Bien, d'abord, quand la MRC nous a convoqué, les 3 députés qui sommes dans la MRC du Haut-Richelieu, on est allés, naturellement. Quand la MRC nous demande une réunion, on se déplace, on est allé les rencontrer. Puis là, ils nous ont parlé de ça, du père, dont moi, je n'avais jamais entendu parler avant, en nous demandant aux 3 députés d'aller à Québec chercher un décret. Là, moi, comme je suis la plus malcommode des 3, je disais, wow, un instant, papillon, là. Un décret, là, c'est l'équivalent d'un édit du tsar, là. On ne demande pas ça dans un corridor, puis oui, on va te faire ça demain matin, là. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut pouvoir démontrer l'urgence d'agir, la santé publique ou invoquer quelque chose de majeur, là. On ne fait pas des décrets comme ça, là. Puis là, ils nous ont dit, oui, mais vous en faites, là, pour la santé publique. Ben oui, mais il y a une pandémie, là, c'est compréhensible. Mais non. Mais on a convenu de leur permettre de rencontrer quelqu'un du ministère de l'Économie, ainsi que Donald Martel, qui est délégué par le premier ministre pour développer les zones d'innovation. Puis on a dit, ils vont venir, ces gens-là, puis ils vont vous expliquer
qu'est-ce qu'il y a dans la tête de M. Legault quand il parle de zone d'innovation, puis il ne parle pas d'un parc industriel, là, lui, là. Mais au moment où votre premier ministre a fait sa tournée, justement, où il avait rencontré le maire suppléant à ce moment-là, Yvan Berthelot, le préfet de la MRC, M. Oui. Ryan. Ça, c'est après que nous, on a été sensibilisés. C'est ça. Mais votre premier ministre était quoi, un peu surpris là, Bien, d'abord, qu'on vienne avec ça? on l'en a avisé. Ouais. Et puis, M. Legault leur a dit non. Monter un dossier, ça prend des vrais projets concrets avec des noms d'entreprises, un nombre de jobs, une technologie particulière, quelque chose de particulier. Et suite à ça, André Lamontagne a dit « Il n'est pas question qu'on dézone cette terre-là agricole. » Et puis, même chose du côté des affaires municipales. Il n'y en avait pas question parce que on n'avait rien à démontrer vraiment, comme rien de très concret en tout cas. Alors, une bonne session parlementaire à vous cet automne. Elle devrait être assez chaude. Assez chaude, merci. Oui. Et en souhaitant, bien sûr, que la Montérégie reste au jaune. Il faut faire ce qu'il faut, par exemple. Si on tombe orange, bien, peut-être pas tout le monde orange. On a vu à Québec qu'on a exclu Port-Neuf et Charlevoix. Oui. Donc, si ça nous arrive, souhaitons on va défendre notre territoire si nos citoyens font leurs devoirs. Exactement. Il faut faire nos devoirs, là, parce que c'est pas des farces, là, on n'y niaise plus, là. Oui, et c'est pris pour longtemps. Oui, moi, je pense que ça va être un Noël bien spécial. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Attention à vous. Merci à vous. Bonne saison. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu veut votre opinion concernant le centre de plein air Ronald-Beauregard dans le secteur Saint-Eugène de Saint-Jean. On dit rêvons notre centre de plein air. Il y a un sondage qui est en ligne, il y a des consultations publiques. Bref, allez faire un tour sur le site de la Ville, sjsr.ca/rêvons. À demain. Bye bye.